Merci beaucoup. Bon, ça ira comme ça. Merci. Merci beaucoup, Madame la maire. Merci, Madame la jointe, pour ces mots de bienvenue. Je suis effectivement très heureux d'être ici ce soir à Poussant. Je vois qu'il y a beaucoup de participants, il y a beaucoup d'élus également. Vous avez su rameuter un petit peu la municipalité et également les habitants de Poussant et même d'autres communes voisines. Je sais qu'il y a des élus de communes voisines et nous sommes toujours très sensibles à la présence des élus parce que nous nous reposons sur ces élus qui sont vos représentants à vous tous et sans ces élus il n'y a pas d'action possible, d'action en tout cas efficace, importante concernant la majorité de la population. Donc c'est avec un très grand plaisir que je suis ici ce soir, très grand plaisir de vous remercier tous. Je ne peux pas citer tout le monde parce que j'en ai oublié. Remercier bien entendu les bénévoles de la Ligue et Madame Bourdeau qui est là, responsable de l'antenne de Poussant. Et je sais qu'elle a également des accointances avec d'autres communes voisines. Mais comme nous en parlions tout à l'heure avec notre secrétaire général, M. Pagès, que je salue ici, je suis très heureux de saluer, puisqu'il est la cheville ouvrière des antennes du comité de l'Hérault. Nous avons 85, il va me corriger, mais à chaque fois il me corrige, mais 85, c'est ça, 85 antennes dans le département de l'Hérault pour 340 antennes en France. Donc vous avez là la mesure de l'importance de l'action des gens sur le terrain. Il y a un maillage territorial extrêmement actif pour le comité de l'Hérault de la Ligue. Nous nous reposons là-dessus et je pense que nous avons raison parce que réellement la Ligue est une association qui nous concerne tous. Nous concerne tous, aussi bien les patients que les anciens patients, les nouveaux patients que nous sommes peut-être, sans le savoir, mais également l'ensemble de la population. C'est effectivement un combat qui est collectif, qui ne peut être individuel, et vous allez le voir dans un instant, lorsque je vais vous parler des actions que nous avons menées dans la cancérologie de ces dernières décennies, vous allez voir qu'il s'agit bien d'une action strictement collective et absolument pas individuelle. Donc, merci à vous tous d'être ici. Je vais vous parler donc d'un sujet qui est important, effectivement. Vous parliez, Madame l'adjointe, des angoisses. J'espère que vous n'aurez pas plus d'angoisse à la fin de mon exposé qu'avant, et j'espère même qu'on n'en aurait pas du tout, parce que effectivement, il y a beaucoup de raisons d'espérer, beaucoup de raisons de croire que cette maladie, même si probablement la majorité de ceux qui sont ici dans cette salle ne connaîtront pas la disparition totale de cette maladie est actuellement en train d'être maîtrisée dans un très grand nombre de cas. En effet, en France, il y a chaque année 150 000 décès par cancer. C'est la première cause de mortalité. Il y a aussi, alors ça varie beaucoup effectivement, et c'est beaucoup, il y a effectivement aussi une courbe qui peut être un peu inquiétante, c'est l'augmentation de l'incidence des cancers. Les cancers augmentent chaque année en nombre. Mais ce qui est très important, c'est qu'on voit très nettement, lorsqu'on compare sur un même schéma la courbe de l'incidence qui monte, on voit aussi la courbe de la mortalité qui diminue. Il y a le croisement des courbes, ça c'est très important. Et effectivement, le plus important, c'est pas tellement le fait que l'incidence d'une maladie augmente. Le plus important, c'est que la mortalité diminue. Et on arrivera à faire encore beaucoup de progrès en termes de mortalité. Lorsque j'ai commencé la cancérologie, il y a bientôt 50 ans, plus de 50 ans, la mortalité était beaucoup plus importante que ce qu'elle est actuellement pour un nombre de cancers diagnostiqués chaque année beaucoup plus faible. Si on a un nombre de cancers qui augmente chaque année, c'est qu'il y a des raisons, bien entendu. Ce ne sont pas tellement des raisons qui sont dues à des causes externes à nous-mêmes. Ce sont des raisons qui sont dues au fait, en premier, que le cancer touche de manière préférentielle les sujets de plus de 65 ans, les sujets âgés, et au fur et à mesure que l'on avance en âge,
l'incidence des cancers augmente du fait de la faiblesse de notre système immunitaire qui nous interdit de nous défendre contre telle ou telle agression, et entre autres contre les agressions cellulaires tumorales. Et donc, l'augmentation de la longévité entraîne inévitablement, une augmentation de l'incidence des cancers. Et puis il y a une deuxième raison, c'est le fait que actuellement on traite beaucoup, on en guérit de plus en plus, et on les cherche, ces cancers. Autrefois, les cancers n'étaient pas tellement diagnostiqués, n'étaient pas tellement dépistés, n'étaient pas tellement recherchés. Pourquoi? Parce que dans beaucoup de cas, hélas, nous avions très peu de résultats thérapeutiques. On se disait finalement, à quoi bon chercher une maladie avant même qu'elle n'apparaisse si nous ne pouvons pas proposer des traitements efficaces à ces patients. Donc ça, c'est quelque chose qui est très important, augmentation de l'incidence par l'augmentation de l'espérance de vie, et augmentation de l'incidence aussi par l'attitude médicale qui est de rechercher davantage de cancers parce qu'il s'agit dans un très grand nombre de cas de maladies curables, c'est-à-dire que l'on peut guérir. Et donc, si on a fait en 50 ans des progrès, c'est qu'il y a des raisons. Les raisons sont quoi? Il y en a 4 essentiellement. Les progrès sur le plan diagnostique, les progrès sur le plan des traitements thérapeutiques, les progrès en termes de recherche, et également les progrès dans une 4e voie qui n'était pas tellement une voie de routine il y a 20 ou 30 ans ou même 40 ans, c'est la prévention. Et j'en dirai un mot bien entendu en terminant. D'abord les progrès sur le plan diagnostique. Eh bien là c'est relativement simple, vous connaissez. Il y a des manières très efficaces de diagnostiquer des cancers, et on sait actuellement diagnostiquer des cancers à des phases de plus en plus précoces. Quand j'ai commencé mon travail de cancérologue, il y a déjà, donc, je vous le disais, plus de 50 ans, il y avait beaucoup de cancers au stade 3 et 4. Vous savez qu'il y a 4 stades essentiellement dans la plupart des cancers, 1, 2, 3, 4. Bien, les 3 et 4 étaient largement majoritaires par rapport au stade 1 et 2. Actuellement, c'est totalement l'inverse. Il y a 80% de stade 1 et 2 et 20% de stade 3 et 4. Et c'est très bien. Et pourquoi? Parce qu'on a des moyens beaucoup plus efficaces qu'autrefois de diagnostiquer ces cancers. Autrefois, il y avait essentiellement la clinique, c'est-à-dire l'examen du médecin qui a des yeux pour voir, des oreilles pour entendre, des doigts pour palper. Et voilà. Et c'était essentiellement basé là-dessus. C'est-à-dire qu'on arrivait souvent à des diagnostics relativement tardifs avec des tumeurs évoluées, des tumeurs qui faisaient mal, qui comprimaient, qui saignaient, qui bouchaient des intestins. Et donc, c'était souvent des cas donc, très évolués. Actuellement, cela a complètement changé depuis l'arrivée des méthodes diagnostiques, aussi bien sur le plan radiologique que sur le plan biologique. Radiologique, c'est assez clair, vous connaissez tous les nouvelles explorations radiologiques. Certaines ne sont pas très nouvelles, mais il ne faut pas s'imaginer qu'elles sont très anciennes. La radiologie, bien sûr, elle date du début du XXe siècle, mais la radiologie standard. Jusqu'à vers les années 70, nous étions assez démunis pour diagnostiquer précocement des cancers. En 70 est apparue l'échographie. Avant 70, l'échographie n'existait pas. Ensuite, vers les années 80, les scanners. Vers les années 90, les IRM. Et maintenant, nous avons les fameux PET scans. Bon, et puis, ça ne s'arrêtera pas. Il y aura de plus en plus d'examens radiologiques extrêmement performants. Toutes ces technologies que je viens de vous citer ont également beaucoup évolué. Quand on voit les scanners des années 80, du début des années 80, du début du scanner, c'est un nuage extrêmement flou que l'on voit. On ne voit pas des images très nettes. Actuellement, au contraire, avec les IRM, et par exemple les IRM du système nerveux, ce sont de véritables planches anatomiques. On voit mieux sur une IRM des structures cérébrales que sur un schéma d'anatomie. Et donc ces progrès-là, sur le plan technologique, nous ont permis de faire des diagnostics de plus en plus précoces. Et actuellement même, on fait des diagnostics avant même l'apparition de la maladie. Et qu'est-ce que c'est ça? C'est le dépistage, le fameux dépistage. Et si nous sommes ici, là, ce soir, c'est pour parler aussi du dépistage, et entre autres du dépistage du cancer du sein, dont je vais vous reparler dans un instant. Le dépistage, c'est tout simplement le diagnostic d'une maladie, en l'occurrence maladie cancéreuse, avant même que n'apparaisse le premier signe, le premier symptôme. Pourquoi cela est possible? Eh bien, cela est possible parce que le cancer, vous savez, n'apparaît pas en un jour. Il apparaît parfois, il lui faut parfois des mois, parfois des années pour se manifester. Et on sait que la phase dite infraclinique, c'est-à-dire
symptomatique, pré-symptomatique, avant le symptôme, cette phase-là peut être longue et nous laisse le temps de proposer à la population des campagnes de dépistage pour diagnostiquer des tumeurs qui sont à l'état microscopique et non plus à l'état macroscopique, c'est-à-dire des petites tumeurs qui ont bien entendu beaucoup plus de chances d'être guéries que des grosses tumeurs. Pour le dépistage, ça a été véritablement quelque chose d'extrêmement efficace. Je vais vous en parler dans un instant en vous donnant quelques exemples. Il y a également des modifications extrêmement importantes, mais assez complexes, sur lesquelles je ne m'étendrai pas tellement. Ce sont les modifications de l'attitude dans l'approche biologique du cancer. L'approche biologique du cancer, c'est à partir des prélèvements, soit des prélèvements de la tumeur elle-même, au niveau des tissus, soit prélèvements sanguins ou prélèvements cellulaires qui peuvent être réalisés et qui font actuellement penser qu'on va avoir, sans aucun doute, dans les années qui vont venir, des façons relativement simples de faire un diagnostic biologique du cancer avant même que n'apparaissent les premiers symptômes, au même titre que les approches radiologiques présymptomatiques, il y aura des approches biologiques présymptomatiques. Quelques exemples pour le dépistage. Vous avez tous et toutes entendu parler du dépistage. Il y a des tumeurs pour lesquelles on peut faire le dépistage et d'autres tumeurs pour lesquelles c'est pas tellement utile, on ne peut pas. Je vais très rapidement vous expliquer pourquoi. Pour qu'un dépistage soit efficace pour diagnostiquer une tumeur, il faut 3 conditions. La première condition, c'est que cette tumeur soit fréquente. À quoi servirait de dépister une tumeur exceptionnelle? Le rendement du dépistage que l'on imposerait à la population globale serait extrêmement faible. Ce seraient des campagnes extrêmement coûteuses, très invalidantes pour votre vie quotidienne et sans grand intérêt puisque on pourrait diagnostiquer que des tumeurs dans de très rares cas. Donc il faut que la tumeur soit fréquente. Deuxièmement, il faut que la tumeur soit accessible. Vous comprenez bien qu'on ne peut pas faire des biopsies systématiques à plusieurs reprises dans tous les territoires, à tous les patients, ou à tous les gens qui ne sont pas encore des patients. C'est pas raisonnable, ça ne serait pas raisonnable du tout. Donc il faut que la tumeur soit accessible. Et enfin, le troisième critère, qui est un critère absolument essentiel et fondamental, il faut que cette tumeur soit, au moment de son diagnostic précoce, à un stade où l'on peut effectivement guérir. Une tumeur doit être curable. Ça ne servira à rien de diagnostiquer précocement une tumeur et de ne rien proposer sur le plan du traitement. Ça ne ferait pas avancer les choses. Et répondant à ces 3 critères de fréquence, d'accessibilité et de curabilité, il y a 4 grands exemples. Je vais les balayer très rapidement. Le premier cancer qui est le plus fréquent, c'est le cancer du sein. C'est 1/3 de la pathologie tumorale, le cancer du sein. C'est une femme sur 8. C'est 50 000 à 55 000 patientes nouvelles chaque année en France. Et c'est 12 000 décès par cancer du sein en France chaque année. Donc le cancer du sein est quelque chose d'extrêmement fréquent et d'accessible. Et la mammographie du cancer pour le dépistage du sein, du cancer du sein, a fait incontestablement aussi sur le plan technologique, sur le plan de l'amélioration des images, des progrès considérables. Et on peut actuellement visualiser, mettre en évidence des images qui sont de l'ordre du millimètre par la mammographie. On peut le compléter par une échographie, éventuellement une IRM, mais ce sont des attitudes très positives puisque nous sommes passés en quelques années du diagnostic de tumeurs qui était en moyenne de l'ordre du centimètre à des tumeurs actuellement de l'ordre du millimètre. Il y a 30 ans, la taille moyenne d'une tumeur du sein au moment de son diagnostic était de 20 mm, 2 cm. Actuellement, la taille moyenne d'une tumeur du sein au moment de son diagnostic, c'est 2 mm. Ça a été divisé par 10. Et en divisant par 10 la taille du cancer du sein au moment de son diagnostic, vous comprenez facilement qu'on a multiplié par un coefficient qui est assez important, par 2, les résultats thérapeutiques. On guérit de mieux en mieux ces tumeurs-là. Il y a actuellement dans le sein des tumeurs qui sont diagnostiquées à l'état microscopique. Ça représente à peu près 30% des cancers du sein que nous avons à traiter dans nos services actuellement. 30% des cancers du sein sont diagnostiqués à des stades infracliniques, c'est-à-dire simplement avec des signes radiologiques, sans aucune tumeur, sans aucun nodule palpable dans le sein. Et ces malades-là
guérissent dans plus de 95% des cas. Il y a des cancers du sein actuellement, d'authentiques cancers qui guérissent dans 100% des cas. 100% des cas. Ce qui était totalement inenvisageable il y a 30 ans. Hein. Si on avait dit, si j'avais entendu un étudiant qui me dit qu'on guérit 100% des cancers, je lui aurais donné quelques mois de repos et puis une convocation pour la session de septembre. Ça n'existait pas. Actuellement, c'est quelque chose qui est courant. Donc les jeunes s'y habituent, et c'est très bien, mais il faut savoir d'où l'on vient. Il faut toujours regarder en arrière pour savoir où on va, hein, à l'avenir. Si on a fait, en effet, je l'ai déjà dit, mais je le répéterai, si on a fait des progrès, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on en fera encore, c'est évident. Et donc le cancer du sein a été transformé par le dépistage. La typologie du cancer du sein n'est plus du tout la même actuellement par rapport à ce qu'elle était il y a 10, 20 ou 30 ans. Donc on a même découvert qu'il y avait des périodes qui pouvaient être extrêmement longues, pendant lesquelles la tumeur mammaire, le cancer du sein, était un état précancéreux sur lequel on pouvait agir de manière extrêmement efficace. Et ça, c'est quelque chose de très important, parce qu'on le retrouve aussi, une notion importante, le stade précancéreux. On le retrouve aussi pour la prostate et pour le côlon. Donc ce cancer du sein, il a fait incontestablement des progrès grâce au dépistage. Deuxième tumeur, dont vous avez aussi certainement entendu parler, on en parle beaucoup actuellement, c'est le cancer du col de l'utérus. Le cancer du col de l'utérus qui est souvent en rapport avec un virus, le papillomavirus, qui est sexuellement transmissible et qui peut donner la papillomatose, qui, elle, peut faire le lit du cancer du col de l'utérus. Actuellement, par le dépistage avec un simple frottis cervico-vaginal, on peut arriver à des stades extrêmement précoces et même à diagnostiquer des papillomatoses virales ou des états précancéreux qui, par de simples actes chirurgicaux relativement limités, peuvent guérir dans 100% des cas. Quand j'ai commencé, encore une fois, excusez-moi, mais c'est important de voir l'évolution des choses pour comprendre ce qui se passe actuellement. Eh bien, à ce moment-là, il y a une quarantaine d'années, on guérissait à peu près 60 à 65% des cancers du col de l'utérus. Actuellement, on est à plus de 90% de guérison des cancers du col de l'utérus. Et même, on a des raisons de penser que ça va être encore mieux. Qu'est-ce que c'est qui va être mieux? C'est la vaccination. Vaccination contre le papillomavirus, pas contre le virus du Covid-19. Hein. Mais donc, cette vaccination, j'en dirai un mot dans la prévention en terminant, est très importante à tel point qu'on sait déjà que par la vaccination, je le redirai, c'est si important qu'il ne faut pas avoir peur de le redire, de le répéter, on sait que par la vaccination, on peut faire disparaître le cancer du col de l'utérus, presque disparaître le cancer du col de l'utérus, ce qui est très important. Donc le dépistage, le frottis cervico-vaginal, c'est actuellement dans les mœurs, on fait un dépistage systématique chez la femme en période d'activité génitale, entre 25 et 75 ans, on estime cela tous les 3 ans, quand il n'y a pas de problème. Et plus fréquemment quand il y a des problèmes, bien évidemment. Troisième cancer que l'on dépiste aussi actuellement, vous en avez entendu parler, ça ne fait pas de doute, c'est le côlon, c'est-à-dire le gros intestin. Le côlon ou le rectum. Le côlon, le gros intestin et la partie terminale qu'on appelle le rectum. Ce sont des moyens qui sont petit peu plus complexes et un peu plus gênants pour la population. C'est la recherche de sang dans les selles, qui amène à constater l'absence de sang, dans un très grand nombre de cas, heureusement, ou bien la présence de sang qui doit amener obligatoirement à une consultation vers un médecin et même vers un gastro-entérologue qui doit faire une coloscopie. Et c'est peut-être ça le facteur un peu limitant du dépistage du cancer du côlon, c'est ce geste qui est la coloscopie, mais certains qui ont connu les coloscopies vers les années 70 s'en souviennent encore. Mais actuellement, je vous garantis que ça se fait sous anesthésie générale ou sous une forte prémédication et ça se passe en général dans de très bonnes conditions. Donc cette coloscopie, elle permet de diagnostiquer soit des états précancéreux, des tout petits cancers qui n'ont pas encore franchi certaines membranes de la paroi de l'intestin, qui ne vont pas donner de ganglions, qui ne vont pas donner de métastases et qui guérissent dans 95 à 100% des cas. Ce qui était là aussi quelque chose qui était totalement inconnu il y a quelques années. On a amélioré de manière très significative la survie à 5 ans et à 10 ans.